Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Je ne demande pas. Je vais demander pardon à mon père de ce qui est un enfant. Je ne suis pas tombé du ciel. Je demandais pardon au sein de la République du Cameroun, comme j'ai demandé pour celui du Gabon. Parce que j'ai été tombé par des abus. Et moi, je ne savais pas que ça devait arriver à ce niveau-là. Moi, je souhaiterais vraiment que vous puissiez me pardonner. Si tout ça s'est passé sur votre territoire, je demande encore pardon une fois de plus à la République gabonaise. Je veux continuer à demander pardon à mon père, le papa de la nation, son excellence. Ok, bonne chance. Ok, merci. Alors, cette vidéo s'adresse au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est le président du Conseil de la transition pour le redressement des institutions en République du Gabon. Mon général Brice Clotaire Oligui Nguema, la vidéo que vous venez de regarder là est celle montrant un Camerounais qui s'appelle Steve Akam et qui est plus connu sous le pseudonyme de Ramon Kota. C'est un cyberactiviste camerounais qui brillait par des opinions politiques assez critiques vis-à-vis des autorités camerounaises, vis-à-vis du pouvoir de M. Paul Biya. Il vivait sur le territoire gabonais. Alors, c'est un monsieur, c'est-à-dire qu'un père d'enfant, qui a été enlevé à la gare routière de Libreville. C'était il y a quelques jours par des hommes armés non identifiés, puis conduit à une destination inconnue. Et ce n'est que quelques jours plus tard que l'on apprend qu'il a fait l'objet d'un enlèvement des services spéciaux gabonais, puis extradé vers le Cameroun. Donc, il a été mis à la disposition des autorités camerounaises, des services secrets camerounais. Et cette opération était coordonnée par l'ambassade du Cameroun au Gabon. Vous avez vu les images, la manière dont ce citoyen camerounais vivant au Gabon a été humilié par les services de sécurité du Cameroun qui sont venus le choper, qui sont venus l'accueillir à la frontière entre le Cameroun et le Gabon. Mon général Brice Clotaire Oligui Nguema, ces images que vous venez de regarder ne sont pas bons signes pour les Gabonais qui, pourtant, le 30 août dernier, vous ont porté à bout de bras après avoir réalisé, vos camarades du CETRI et vous, après avoir réalisé, disais-je, un coup d'État contre Ali Bongo Ondimba, un coup d'État contre la famille Bongo qui avait pris en otage l'appareil de l'État gabonais depuis plusieurs décennies. Ces images ne sont pas bons signes parce que on a le sentiment que ce que Ramon Kota a subi de la part des services spéciaux gabonais en collaboration avec leurs confrères du Cameroun, les journalistes, les défenseurs des droits humains, bref, des libres penseurs gabonais sont à même de subir le même sort. Pourtant, à votre arrivée à la tête du Gabon, en qualité de président de la transition, le peuple gabonais était très fier d'être enfin libéré de la bande à Bongo. Le peuple gabonais a exprimé son soulagement et le peuple gabonais ne bouderait pas le plaisir de vous voir à la tête
de l'État du Gabon en qualité de président plein à l'issue des élections présidentielles qui auront lieu, je crois, l'année prochaine. Mon général Brice Clotaire Oligui Nguema, devrais-je vous rappeler que l'enlèvement et puis l'extradition vers le Cameroun de M. Steve Akam, alias Ramon Kota, est attentatoire aux instruments juridiques internationaux ratifiés par le Gabon, notamment la Convention de l'ONU contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Je vais d'ailleurs, ici même à travers cette vidéo, qui, je pense, vous parviendra, vous lire l'une des dispositions de cette convention que le Gabon a allègrement violée. Il s'agit de l'article 3 qui dispose en ses alinéas 1 et 2 qu'aucun État parti n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Et il me semble, mon général Brice Clotaire Oligui Nguema, que le Gabon a ratifié cette convention le 8 septembre 2000, si mes souvenirs sont exacts. Le Gabon a ratifié cette convention, la convention de l'ONU contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Et quand on parle de torture ici, je puis vous garantir en tant que Camerounais qui a subi les affres du régime de Biya, parce que j'ai fait la prison au Cameroun, j'ai été incarcéré, j'ai été détenu au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale qui est basé à Yaoundé pendant 3 semaines. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce lieu de détention qui est célèbre, tristement célèbre, de par la torture qui y règne, sera le point de chute de Ramon Kota. Peut-être me diriez-vous qu'il a commis une infraction, qu'il a appelé à incendier l'ambassade du Cameroun au Gabon, etc., ce qui est puni par la loi gabonaise. Il me semble donc qu'il revenait à la justice gabonaise de trancher, de décider si Ramon Kota est extradable ou pas. Donc, c'était à la justice de décider à l'issue d'une procédure en bonne et due forme. Parce que ce qui s'est passé au Gabon ces derniers jours s'appelle un kidnapping, un enlèvement pur et simple. Et c'est une violation de toutes les conventions, de tous les instruments juridiques internationaux que le Gabon a ratifiés. Notamment la convention dont je suis en train de parler. La convention de l'ONU contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Le Gabon, à travers vous, mon général Oligui Nguema, a violé cette convention-là. Le Gabon a également violé le traité d'extradition de la CEMAC qui a été signé, qui est entré en vigueur le 8 janvier 2004. Et que dit le traité en question? Le traité dit ceci en son article 4, alinéa 2. La même règle s'applique si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun est présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour ses considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique. Ça, c'est ce que dit le traité d'extradition de la CEMAC, signé par les chefs des États membres de cette organisation interétatique. C'est pas moi qui le dis. Donc, en livrant Ramon Kota aux autorités camerounaises, vous l'avez livré à des tortionnaires. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, moi, j'ai été détenu au secrétariat d'État à la défense chargée de la gendarmerie nationale.
C'est mon statut de journaliste qui m'a sauvé. Sinon, moi aussi, j'aurais été torturé parce que mes camarades de cellule, c'est-à-dire que mes compagnons de cellule m'avaient raconté qu'ils avaient fait l'objet de torture. Qu'ils avaient fait l'objet de torture au CED. Donc, voilà ce que risque Ramon Kota. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, que s'il arrive quelque chose à Steve Akam, alias Ramon Kota, vous serez, vous et les membres de la CETRI, là, vous serez entièrement responsables. Général Brice Clotaire Oligui Nguema, je sais très bien que vous avez donné votre feu vert à cette extradition. Vous ne pouvez pas dire que vous étiez ignorant de ce que Ramon Kota a été enlevé en territoire gabonais. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Alors, si vous découvrez à peine qu'un citoyen camerounais a été enlevé en territoire gabonais et extradé vers le Cameroun, alors prenez des mesures punitives envers tous les éléments qui ont participé à cette opération d'enlèvement puis d'extradition vers le Cameroun. Aussi simple que ça. Si vous ne le faites pas, vous serez considéré comme étant complice, comme étant celui-là qui a donné son feu vert pour que Ramon Kota soit mis à la disposition des autorités camerounaises, de ce qui tient le de justice camerounaise. Aussi simple que ça. Et j'ai comme le sentiment, mon général Brice Clotaire Oligui Nguema, que ce que vous venez de faire là, à savoir faire kidnapper un citoyen camerounais qui vivait depuis plusieurs années au Gabon et le mettre à la disposition des autorités camerounaises, en fait, c'est un clin d'œil que vous faites à cette dernière afin qu'elle puisse vous apporter un soutien en vue des élections présidentielles qui auront lieu en 2025 au Gabon. Aussi simple que ça. Donc, c'est un appel de pied aux autorités camerounaises en vue qu'elles vous apportent un soutien en perspective de ces échéances électorales-là. Aussi simple que ça. Parce qu'il me souvient que lorsque la charte de la transition est entrée en vigueur, nulle part dans cette charte-là, il n'était prévu que le président de la transition ne saurait se porter candidat à l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire que vos ambitions présidentielles, vous ne les cachez plus. Vous ne cachez pas vos ambitions présidentielles. Aussi simple que ça. Quant à vous, l'ambassadrice du Cameroun là, au Gabon, Edith Félicia Ondoa Ateba. Edith Félicia Ondoa Ateba. Toi, avec ta vieille tête là, tu as vu maintenant ce que tu as créé. Tu as vu ce que tu as occasionné juste parce que tu veux plaire à Ngongo Ferdinand et à Biya. Tu as participé au kidnapping et à l'extradition d'un homme qui était l'espoir de sa famille, qui était l'espoir de son épouse, qui était l'espoir de ses enfants. Tu as brisé toute une famille. Et voilà le monsieur d'autrui qui a été humilié, comme on a vu sur la vidéo tout à l'heure, humilié. Parce que ce dont je suis sûr, c'est que tout ce que Ramon Kota a dit dans la vidéo là, ne venait pas du fond de son cœur. Il a sans doute subi une pression morale qui n'a pas de nom avant de se mettre à se fendre en excuses envers les autorités camerounaises, envers les autorités gabonaises, envers le président Biya. C'est sous une pression morale énorme qu'il a dû faire ce mea culpa là. Aussi simple que ça. Mais sache-le, madame l'ambassadrice du Cameroun au Gabon, sache que karma is a bitch. Karma is a bitch. Ce que vous avez fait là, ça va retomber, si ce n'est pas sur vous, ça va retomber sur un de vos enfants. Tenez-le pour dit. Ce que vous avez fait là, vous allez voir, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez sémé là. Rien ne se perd ici-bas. Hein? Rien ne se perd ici-bas. Tout acte que l'on sème, on récolte. Tout ce que l'on sème, on finit toujours par récolter ça. Et maintenant, pour terminer la vidéo, mesdames et messieurs, pour terminer la vidéo, j'aimerais donner un conseil. J'aimerais donner un conseil à tous les activistes africains qui sont persécutés dans leur pays
et qui cherchent une terre d'asile. Je vous en prie, évitez les pays d'Afrique centrale. Évitez les pays d'Afrique centrale. Parce que ces pays-là s'entendent comme larron en foire. Évitez. Allez même en Afrique de l'Ouest. Et pas dans n'importe quel pays. Hein. Je vais vous prendre mon cas. Quand je suis sorti de prison au Cameroun, fin 2018, l'idée qui me venait en tête, c'était de partir du Cameroun. Il n'y avait rien à faire. Puisque j'avais reçu des menaces d'être à nouveau jeté en prison si je continuais à critiquer le régime, si je continuais à critiquer Biya, etc., etc. Je n'avais pas d'autre choix que de partir. Alors, comme point de chute, comme terre d'asile, j'avais 3 pays qui me venaient en tête. Il y avait le Bénin, il y avait le Sénégal et il y avait le Burkina Faso. Pourquoi ces 3 pays? C'est du fait de la démocratie qui y règne. Aussi simple que ça. Parce qu'il y a des pays en Afrique de l'Ouest là que je ne recommanderais à personne, hein, tels que le Togo, tels que le Nigeria, tels que la Mauritanie, par exemple. Pourquoi la Mauritanie? Parce que la Mauritanie, tout récemment, avait livré à la Côte d'Ivoire un activiste ivoirien qui s'appelle Steve Biko. Pourtant, il était protégé par le HCR, c'est-à-dire que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ramon Kota, parce que j'ai entendu les gens dire que oui, il n'était pas réfugié au Gabon. Non. Dès lors que tu as dit que selon la convention dont je parlais tout à l'heure, la convention de l'ONU contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, dès lors qu'un étranger vivant dans un pays a des opinions assez critiques contre les autorités de son pays d'origine, on n'a pas le droit de l'extrader. Et même s'il faille l'extrader, cela doit se passer dans les normes. Cela doit se passer dans les normes. Et cela se passe, c'est quand il a commis un crime assez grave que l'on doit le mettre à la disposition des autorités de son pays. Donc, ça n'a rien à voir avec le statut de réfugié. Or, Steve Biko, lui, il était réfugié en Mauritanie. Les autorités mauritaniennes l'ont kidnappé et puis l'ont livré à Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, il est en prison en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'était un activiste pro-Gbagbo. Pareil pour le Togo. Le Togo, pourquoi? Parce que le Togo avait livré des opposants équato-guinéens au Biangema. Et le Nigeria, bon, vous-même, vous savez qu'en janvier 2018, le Nigeria avait livré les Sisiku Ayoktabe, donc les leaders ambazoniens, là, les indépendantistes là, anglophones. Là. Donc le Nigeria les avait livrés au gouvernement de Paul Biya. Donc quand moi je suis sorti de prison là en 2018, je ne pouvais même pas, pourtant ça ne me coûtait rien, mais je ne pouvais pas aller m'installer dans un pays voisin du Cameroun. C'était impossible. Impossible. J'avais en ligne de mire le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Bon, j'ai annulé le Sénégal parce que la vie coûtait un peu cher, surtout le logement. Bon, j'ai annulé le Bénin parce que le monsieur vivant en France vers qui je me suis tourné afin qu'il me mette en contact avec quelqu'un là-bas sur place au Bénin, bon, a dit que c'était impossible, que la personne a dit qu'elle n'est pas disposée à m'accueillir. Il ne me restait donc plus que le Burkina Faso. Voilà comment je me retrouve donc au Burkina Faso. Et même étant au Burkina Faso, si je ne partais pas du Burkina pour la Norvège, ici où je vis, en novembre 2020, puisque Mbankui Émile, le colonel Mbankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, le bandit, le braqueur là, qui dirige la CEMIL, là. La CEMIL, c'est un service de renseignement au sein de l'armée. Ils avaient déjà préparé une opération visant à venir m'enlever, c'est-à-dire qu'une opération clandestine, non, clandestine, un peu comme celle qui a abouti au kidnapping de Ramon Kota, parce que ça, c'est du type opération clandestine, carrément. Donc, les gars avaient déjà préparé ça. Heureusement que moi, j'avais déjà mon programme de voyager et tout.
camoufler ça, camoufler de manière à ce que personne ne le sache. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir du Burkina Faso. C'est comme ça. Parce que, vu mes prises de position en faveur du mouvement indépendantiste anglophone, et compte tenu de ce que je me trouvais dans un pays qui était la chasse gardée de la France étant un pays qui combattait les séparatistes anglophones, ça pouvait apparaître comme, c'est-à-dire que le fait pour moi d'être au Burkina Faso pouvait paraître sur le plan diplomatique comme une caution à ce qu'ils appellent la sécession du Cameroun. Donc voilà pourquoi même quand je suis allé demander l'asile politique aux autorités burkinabées, au départ, elles ont d'abord hésité, bon, puisqu'elles connaissaient, elles étaient déjà au courant de mes prises de position favorables à l'indépendance du Southern Cameroun. Les gars étaient un peu réticents. Ils étaient un peu réticents. Mais je suis passé à ce qu'on appelle l'interview en vue de l'octroi du statut de réfugié. C'était, je crois, en juillet 2020. Mais le jour où je passais l'interview en question, mon programme de voyager pour la Norvège était déjà arrêté. Donc, j'avais déjà obtenu le statut de réfugié. Donc, le service d'immigration de Norvège, qu'on appelle ici le Utlanding Directorate, m'avait déjà accordé le statut de réfugié. Étant au Burkina Faso, c'était en juillet. Je me rappelle, le verdict était tombé le 3 juillet 2020. J'étais encore au Burkina et je n'ai pu voyager qu'en novembre 2020 à cause des histoires du Covid-19 et tout ça là. Donc, les activistes africains là, quand vous cherchez une terre d'asile, vous êtes persécuté dans votre pays, évitez les pays d'Afrique centrale. Évitez les pays limitrophes des vôtres. Évitez. Si vous voulez aller chercher l'asile, allez un peu plus loin. Si c'est en Afrique, allez loin. Mais l'idéal, quand vous êtes dans cette terre d'asile-là, en Afrique, l'idéal, c'est que vous vous battiez pour sortir de l'Afrique afin d'aller vous installer soit en Europe, soit en Amérique, genre USA, Canada, c'est mieux. Parce que oui, on va dire que l'Afrique de l'Ouest, le Burkina, le Sénégal et tout, mais on ne sait jamais parce que l'Afrique est ce qu'elle est. L'Afrique est ce qu'elle est en matière de protection des réfugiés ou alors des migrants qui sont politiquement engagés là. Bon, on sait ce que représente l'Afrique. On sait ce que l'Afrique représente. Pourtant, le Cameroun, l'Afrique centrale là, c'est-à-dire que l'Afrique centrale est le plus mauvais élève en matière de protection, soit des réfugiés, soit des migrants, des migrants qui ont des opinions politiques assez critiques envers le pouvoir de leur pays d'origine. Hein. Ah oui. Je me rappelle qu'en 2020, comme ça là, je crois, hein, en octobre ou novembre 2020, les services de renseignement congolais étaient venus ramasser un leader, un activiste congolais qui vivait à Yaoundé, là, au quartier Oza. Il s'appelle Brucelom Nelson Apanga. C'est-à-dire que le gars avait fui le Congo-Brazzaville parce qu'il était persécuté par le régime de Sassou Nguesso. C'était le militant du mouvement des élèves et étudiants du Congo. Donc, il avait fait la prison parce qu'ils avaient organisé une manifestation au cours de laquelle ils revendiquaient, je sais pas trop quoi, l'université de Brazzaville, là. Après, la police les a arrêtés, on les a jetés en prison. Bon, après, Brucelom Nelson Apanga a obtenu une libération provisoire, une liberté provisoire. Et il a profité donc de cette liberté provisoire pour sortir du Congo. Et il est allé s'installer au Cameroun. Il a même demandé l'asile. Donc, il était demandeur d'asile au Cameroun. Il était demandeur d'asile et il habitait le quartier Oja. Et un matin, les services de renseignement du Congo-Brazzaville sont venus le chercher là, dans son quartier Oja pour le ramener chez lui au Congo. Donc, ils sont passés par Sangmelima, donc le convoi, quoi, est passé par Sangmelima, Wesso et puis après Brazzaville.
On est venu l'arrêter là au Cameroun, en complicité avec les autorités camerounaises. Parce qu'on ne peut pas dire que les autorités camerounaises, la DGRE par exemple, n'était pas au courant d'une telle opération. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que la DGRE n'était pas au courant de ça. Donc, mes chers frères et sœurs, là, les libres penseurs africains, là, quand vous vous sentez persécutés dans vos pays respectifs, évitez les pays d'Afrique, de l'Afrique centrale. Évitez les pays d'Afrique centrale. Ou alors les migrants qui sont installés dans les pays limitrophes des leurs et qui ont des opinions, c'est-à-dire que, et qui veulent s'exprimer librement par rapport à l'actualité dans leur pays d'origine, l'actualité politique. Pardon. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand vous voulez vous engager politiquement, là, il faut chercher une autre terre qui va vous accueillir et qui soit loin de votre pays d'origine, mais alors très très loin. Très très loin. Très loin. Et une information que j'ai reçue il y a quelques jours, et c'est par là que je vais terminer pour de vrai. Tous les activistes qui sont ici en diaspora, je vous donne une information à zéro. Les services secrets du Cameroun préparent une opération à grande échelle. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des équipes d'assassins dans nos pays où nous vivons ici pour nous éliminer physiquement en perspective de 2025. Parce que c'est une période assez sensible où tout peut basculer et à tout moment. Alors, tous les services de renseignement du Cameroun, la DGRE, la CEMIL, quelqu'un m'a soufflé il y a quelques jours que la sécurité militaire est en train de vouloir préparer un truc contre moi. Bon, ça, je ne sais pas si tout cela est vrai. Donc, c'est juste pour vous dire, à vous, les activistes là, c'est-à-dire que les membres de la résistance en diaspora, là, de se tenir, tenez-vous sur vos gardes, parce que ce qui est en train de se préparer à Yaoundé là, vraiment, c'est pas bon signe. Donc, les services, le pouvoir des BIA est en train de vouloir mobiliser les services secrets, les services de renseignement, la DGRE, la CEMIL, etc. Donc, ils veulent déployer des équipes d'assassins ici pour éliminer des voix qui les gênent. Donc, voilà donc ce que j'avais à dire concernant cette actualité. Mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo parviendra à Oligui Nguema Brice Clotaire, le président de transition au Gabon, président du comité de transition pour le redressement des institutions. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, le gouvernement de transition qui est en place dans ce pays voisin du Cameroun. Allez, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, ciao, ciao. Chers compatriotes, voilà une preuve de plus pour vous démontrer que ce papa fatigué n'a plus toutes ses facultés. La preuve, cette histoire d'homosexualité de Brenda Fassil ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons vu cette fameuse Brésilienne là dans notre palais et nous avons vu celle dont d'autres appellent Chantal Biya, dont nous appelons Mama Touf Touf. Celle qui n'a pas changé de comportement, dont la nature de chacun le retrouve toujours. Voilà une preuve de plus que notre pays est vraiment sous le qui-vive. On ne peut pas accepter que dans un palais de la République d'un pays, que des individus, par rapport à leur appartenance satanique et diabolique, puissent se comporter ainsi dans notre palais. Quand on regarde de près ou de loin, on constate que cette dame avait déjà été, une fois de plus, avec la soi-disant première dame du Cameroun, donc la femme du roi Paul Biya, alias Hitler. Nous avons constaté qu'elle avait été photographiée, elle avait pris des vidéos ayant dans notre palais, dans les positions et dans les tournages de films que nous voyons tous. Donc dans une nation, à la tête des hommes sadiques, à la fois les femmes sadiques aussi. Parce que si elle était vraiment
une vraie femme, elle ne sera jamais là pour accepter que sa fille amène une autre femme comme elle, même sexe qu'elle, pour dire qu'elle sera en couple ou encore ils se mettront ensemble pour une vraie maman. Donc nous constatons que l'homosexualité qui a au palais d'étudier, donc beaucoup de femmes se sont plaintes par le passé et que nous avons négligé que ça existe bel et bien dans ce palais-là. Donc la maison du peuple camerounais qui est devenue la maison des hommes sadiques. Donc ceux qui ont œuvré pour le diable et qui continuent à être au service de l'éternel. Alors, comment est-ce qu'on peut constater que quelqu'un est ministre pendant 6 ans dans un pays où on parle de licenciés et de ceux qui ont fait l'école, les docteurs et autres, etc. et que quelqu'un est ministre pendant 6 ans? C'est parce que ces hommes-là sont éternels, insatisfaits, et ils mènent un train de vie qui les dépasse, et ils sont au service de ce monde diabolique dont la France a toujours voulu implanter au Cameroun. Officieusement, ils nous démontrent que officieusement, l'homosexualité peut déjà être validée dans notre pays, donc nous les vrais Camerounais, nous disons non à cela, parce que c'est des gestes qui ne trompent pas. Quand on voit ceux qui sont à la tête des institutions de notre pays soutenir cela, donc personne n'a condamné l'acte, et que nous savons que c'est interdit dans notre pays par certains articles, donc elle doit être aux arrêts aussitôt le jour qu'elle mettra ses pieds au Cameroun. Que vous ne vous concentrez pas seulement à attendre les activistes qui sont contre vous pour les mettre en prison, mais vous prenez aussi ces soi-disant filles du président de la République du Cameroun. Elles méritent aussi être punies par la loi, ainsi que les autres qui ont été punis, qui sont encore en prison. Donc dans notre nation, tant que nous respectons nos droits et nos lois, tant que nous faisons valoir nos droits et tant que nous existons, il n'y aura jamais la dépénalisation dans notre pays tant que nous vivons. Parce que nous voulons un Cameroun prospère, un Cameroun nouveau qui permettra à chacun et à la jeunesse de se mettre au travail et non un Cameroun diabolique. Pour ceux-là qui continuent à soutenir ces hommes sadiques qui sont à la tête de nos institutions, nous les rappelons que 2025 c'est maintenant et qu'après 2025, chacun aura en face de lui ses propres problèmes qu'il aurait créés par le passé. Pour ceux-là qui pensent qu'ils sont ministres, nommés par ce papa fatigué, dont il n'existe même plus sur le plan national comme sur le plan international, qui pensent qu'ils peuvent être au-dessus de la loi, qui peuvent se lever un matin et vectoriser plus de 40 millions de Camerounais qui mettent dans leur tête que pour le moment c'est la justice à eux qui est aux autres et que la vraie justice servira dans les jours à venir parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux et le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Nous vous remercions.